DFR. Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 24. Au menu cette semaine, c'est un menu chargé, on va débattre sur les courses qualificatives des 2020 ainsi que la règle du casque unique. Est-ce que c'est à supprimer? On va parler de Campos Racing qui désire aller en Formule 1 en 2021. On va revenir brièvement sur le calendrier officiel de 2020 et les complications que cela pourrait avoir. On va parler aussi brièvement du changement de nom de Toro Rosso pour 2020 et on va finir sur une très bonne nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, démarrez vos moteurs. C'est un départ! Alors, commençons tout de suite avec le premier sujet qui est un débat. Il s'agit des courses qualificatives. Vous avez sûrement entendu le nom ou le concept, alors je vais vous expliquer ce qu'il en est. Vous en avez entendu parler pendant les dernières semaines, mais Ross Brawn, le responsable de la compétition de la Formule 1, veut instaurer une course qualificative sur quelques grands prix pour la saison 2020 à titre expérimental. Donc, c'est un sujet qui a été énormément discuté depuis, je pense, le Grand Prix d'Italie. Et lors de l'épreuve de Sochi en Russie, il en a parlé avec la chaîne Channel 4. Donc, le processus, c'est de déterminer la grille de départ pour la course du dimanche. Donc, on remplacerait la séance de qualification traditionnelle, qui est de 3 périodes où on élimine 5 pilotes au cours des 2 premières périodes pour avoir un genre de meilleur pilote avec la poule parmi les 10 premiers. Tout ça serait remplacé par une genre de mini-course. Et le concept est le suivant. Pour déterminer la grille de départ pour la course de dimanche, la course elle-même du samedi serait avec le meneur du championnat qui partirait dernier sur une grille inversée selon le classement des pilotes. Ce qui veut dire que Lewis Hamilton, comme il est le meneur du championnat, partirait dernier lors de la mini-course du samedi. Donc, et en principe, George Russell, qui n'a toujours pas de points avec Williams cette saison, partirait donc en pole position. Donc, le but, c'est d'offrir un genre de mini-spectacle avant l'épreuve principale. Et cela permettrait aux meilleurs pilotes de partir de loin et de pouvoir bien se qualifier pour la course de dimanche. Le projet pourrait être implanté sur 2 ou 3 grands prix au cours de la saison 2020. Donc, le but, comme je l'ai dit, selon Ross Brawn, c'est de montrer que on veut voir les pilotes montrer qu'ils sont les plus rapides. On veut voir c'est qui le meilleur compétiteur. Donc, ils devront donc redoubler d'ardeur pour bien se qualifier lors de la course principale. Est-ce que les pilotes sont d'accord? Pas vraiment, parce que il y a plusieurs pilotes qui ont été très en désaccord avec la proposition. Il y a Lewis Hamilton qui a dit que les gens qui proposent ça ne savent pas de quoi ils parlent. Et Vettel, lui, a été un peu plus incisif. Il dit que c'est de la marde. Et Carlos Sainz, lui, qui a été un peu plus mesuré, a dit que ça devrait pas être la priorité. La première serait de
justement rendre les Formule 1 plus proches, qu'elles soient en mesure de se suivre pour mieux dépasser. Ce qui a été un énorme problème au cours des années et parfois même cette année, même avec des ailerons plus simplifiés, plus larges aussi, ça ne semble pas être effectif. Un peu plus, mais pas un peu plus, mais ça ne s'est pas grandement amélioré. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi? Moi, je trouve que c'est une décision, c'est une idée un peu saugrenue, un peu farfelue, alors qu'on tente, alors qu'on a eu des séances de qualification assez remarquables, comme par exemple le dernier en compte, c'est le tour de qualification impressionnant de Charles Leclerc à Singapour, où il a sorti tous ses atouts pour obtenir une pole position superbe sur un circuit où il est très difficile de rester concentré à 100%. Et les qualifications, c'est de montrer qui est le plus rapide sur un tour lancé. C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Et on a eu plusieurs beaux moments avec la séance de qualification. Moi, ça me dérange pas d'avoir un format différent pour changer les trucs, pour rendre le spectacle plus intéressant. Mais est-ce que les qualifications, c'est un vrai problème? Je ne pense pas. C'est juste un moyen de rendre le samedi plus intéressant, mais ça l'est déjà en principe. Donc, c'est pas, disons, un sujet, c'est pas une proposition qui va rendre le spectacle tout aussi intéressant parce que tout se joue le dimanche. Oui, bien se qualifier, ça aide pour la journée du lendemain, pour le lendemain, mais à quoi ça servirait d'avoir une course qualificative si le meilleur pilote déjà est désavantagé? Il est désavantagé parce que il gagne des courses, ce qui est la règle principale dans n'importe quel sport. Tu dois être le meilleur pour gagner. Donc, si jamais on te dit, bon, Lewis, toi, tu es le meilleur pilote de tous, on va voir ce que tu vas faire quand tu pars de loin. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable d'offrir de belles performances. Je pense entre autres au Grand Prix d'Allemagne de 2018, où il est parti de la 14e place après un ennui mécanique, et il a gagné la course. Alors, si c'est pas suffisant, je me demande il y a quoi d'autre pour prouver que c'est pas une bonne idée. Le- donc, j'aime pas trop l'idée de remettre en cause les talents du meilleur pilote, des meilleurs pilotes, ceux qui travaillent d'arrache-pied pour gagner un championnat, voire même pour obtenir le tout dernier point disponible, se faire dire, bon, toi, on va te rajouter un niveau de difficulté qui est d'abord inutile. Et d'ailleurs, je pense à ça. Tester ça pendant la saison 2020, c'est un peu difficile. Surtout si, par exemple, on avait un duel Hamilton-Vettel qui devait se décider à la fin de la saison. Tu sais, par exemple, on se dit, bon, ça va se décider à Abu Dhabi. Là, tu imposes. Là, tu veux tester ça pour 2 ou 3 courses. Je ne sais pas si ça va être effectif pour le championnat. Mais si tu fais ça alors que il y a une course au titre très intéressante, ben là, tu risques de vraiment déranger le cours de la saison. Donc, admettons que Hamilton ou Vettel mènent le championnat et les deux sont obligés de partir de la ligne du fond de la grille. Et là, il arrive quoi que ce soit, un accrochage ou quoi que ce soit. Ben là, un des deux va être largement pénalisé parce que on essaye, on fait un test sur une saison en cours. Et c'est pour ça que j'aurais préféré
qu'il y ait des courses hors championnat. Parce que il y en a eu dans le passé, je pense ça fait quoi 35 ou 36 ans qu'il n'y a pas eu de course hors championnat. Je pense que ce serait le meilleur moyen de faire ces genres de tests. Si tu veux tester une course qualificative, autant le faire lorsqu'il n'y a plus d'enjeu. Quand le championnat des pilotes est décidé, quand celui des constructeurs l'est aussi. Donc, si tu veux le tester, par exemple, pour 2019, parce qu'on sait tous que Hamilton sera sacré champion du monde tôt ou tard, mais fais-le quand il n'y a plus rien. Mais là, de le faire en 2020, alors que la saison est en cours et que ça se peut qu'il y ait, comme je dis, une course pour le titre qui pourrait être intéressante, ce qu'on n'a pas eu cette année, ou ce qui nous a été privé avec les ennuis et les erreurs de Vettel. Mais là, attends le tout. Ou au pire, fais ça pendant la pré-saison. Comme ça, tu testes le projet, puis si jamais tu vois qu'il y a une anomalie, ben tu as le temps de peaufiner ça avant le Grand Prix d'Australie. Et c'est pour éviter justement les erreurs d'un nouveau format de qualification qui avait été introduit en 2016. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais il y a eu en 2016 l'introduction d'un système d'élimination de qualification. C'est-à-dire le pilote qui était dernier, après chaque minute, était éliminé. Ça a duré 2 Grands Prix et ensuite on est revenu au format habituel parce que c'était tout simplement mal géré. C'était même pas nécessaire. Heureusement que c'était en début de saison. C'était en Australie puis au Bahreïn. Mais si c'était... Et justement, c'était l'année où le championnat s'est décidé à la dernière course. Donc imagine si ça avait été... Si Bernie Ecclestone avait décidé de dire, bon, nous allons tester le projet à la fin de la saison. Et là, t'as Nico Rosberg et Lewis Hamilton qui se battent. Mais c'est quoi ça? Ça servirait à rien, là. Donc, moi, je me dis, c'est vraiment pas une bonne idée de faire cela. Quoique, c'est bien de vouloir tester de nouveaux formats. Moi, je me dis, le premier truc à faire, c'est de régler les problèmes des voitures elles-mêmes pour qu'elles puissent se suivre parce que c'est très difficile de dépasser en Formule 1 de nos jours. Ensuite, là, tu pourras voir quel format de course pourrait l'être. Parce qu'il y en a qui disent, les courses sont trop longues, on s'ennuie. Bon, ça, c'est autre chose. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller avec quelque chose de superflu tout de suite et avant de régler les problèmes majeurs maintenant pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc, moi, j'aimerais ça avoir votre opinion sur ce système de course qualificative. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Vous pouvez le faire, j'attends vos commentaires sur nos médias sociaux, donc sur Twitter ou sur Facebook, à le Bulletin F1 sur Twitter ou sur le Bulletin F1 sur notre page Facebook. Donc, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, j'aime pas ce système, surtout de vouloir le tester sur 2 ou 3 Grands Prix en 2020. Il faut espérer que le championnat soit plié d'abord pour qu'on puisse tester le format, mais j'aime le format de séance de qualification actuel parce qu'au moins ça permet aux pilotes de se pousser encore plus sur un tour lancé qui fera l'affaire. Et en plus avec tous les problèmes de moteur, l'économie aussi là, ça pourrait être un énorme problème. Parlez-en à Honda qui a été obligé de se fendre en 4 pour tester un nouveau moteur à temps pour le Grand Prix du Japon, quitte même à avoir des pénalités de grille. Donc ça, c'est à voir. Deuxième sujet maintenant, deuxième sujet à débat, c'est la règle du casque unique. Qu'est-ce que cette règle du casque unique? Je vous explique. C'est que depuis 2015, les pilotes de Formule 1 doivent rouler avec le même design de casque. Or, c'est ce que plusieurs pilotes ont fait, mais il y a eu des exceptions. Et d'ailleurs, Daniel Kvyat, lors du Grand Prix de Russie,
a été un de ceux qui a voulu changer son design de casque, qui est normalement un casque majoritairement bleu et rouge avec une bande blanche en diagonale, depuis son retour avec Red Bull, mais il a décidé de porter un casque spécial vu que c'était sa course à domicile, et la FIA a refusé qu'il porte le dit casque, parce qu'il avait déjà un modèle différent, ben en fait un design différent pour le Grand Prix d'Italie, étant donné qu'il a vécu longtemps dans ce pays européen. Pourtant, des pilotes comme Sebastian Vettel et Max Verstappen ont eu l'habitude de changer de casque pour des occasions spéciales à plus d'une reprise cette année. Surtout Sébastien Vettel, parce que justement cette règle a été faite en fonction des nombreux changements de casque que l'Allemand a fait au cours de ces années, autant avec Red Bull qu'avec Ferrari. Moi, je me dis, cette règle est à supprimer parce que, tout d'abord, on a Halo. Oui, on voit en partie le casque, mais pour remédier à la situation du Halo qui couvre, qui cache en majeure partie le casque, on a mis les numéros de course plus visibles et il y a même les abréviations des pilotes. Donc, on peut savoir et en plus il y a les boîtiers de caméra qui sont installés au-dessus de l'entrée d'air. Donc, on peut savoir c'est qui le pilote qui est en piste, quel pilote on suit. Donc, moi je me dis cette règle, elle est à supprimer parce que c'est un peu pour un casque, à part pour Kimi Raikkonen, ça peut être une œuvre d'art. Comme c'est le cas pour Sébastien Vettel, c'est aussi un cas pour rendre hommage. Comme on l'a vu justement, Vettel en Allemagne a rendu hommage à Bernd Schneider, Bernd Marlinder, qui est le pilote de la voiture de sécurité, qui a été en Formule 1 pendant quelques années, ou bien même Lewis Hamilton, qui a rendu hommage à Niki Lauda lors du Grand Prix de Monaco, lorsque ce dernier, malheureusement, nous a quittés, ou bien même Pierre Gasly, qui a rendu hommage à Antoine Hubert en portant du rose. Donc, moi, je me dis, avec le Halo, les numéros de course et les abréviations des pilotes qui sont inscrits en large, en gros, sur les voitures, là, est-ce que ce serait pas une bonne idée de mettre fin à cette règle? Parce que si vous faites ça, ben là, les pilotes vont se dire, ben là, si un peut le faire, pourquoi pas l'autre? Et en plus de ça, là, bon, pour les nouveaux, ça va être un peu plus difficile, je comprends. Je comprends un peu le raisonnement derrière pour savoir, pour les nouveaux, ça va être difficile de savoir qui est qui. Mais quand vous regardez un Grand Prix, vous avez les indications pour dire c'est quel pilote qu'on suit. On a même parfois on a même le visage du pilote indiqué sur l'infographie. Donc, de dire, bon, vous gardez le même casque, vous devez passer par la FIA pour faire approuver ou pas, là, c'est un peu ridicule. C'est une règle stupide que je souhaite qu'elle soit enlevée, même d'ici la saison prochaine, parce que ça sert à quoi de vouloir pénaliser un pilote parce qu'il change de design de casque. Encore là, c'est superflu. Je dis pas que ce que Vettel fait, c'est ridicule. Parce que il a bien le droit et je trouve qu'il a le droit de changer. Il a bien le droit de changer de design de casque pour rendre hommage. Comme par exemple, il l'a fait au Japon. Il mettait il met des petits ninjas sur son casque à quelques reprises. Et pourtant, je pense à ça. Vettel et Verstappen, eux, n'ont jamais fait appel à la FIA. Ils ont changé leur design sans passer par la FIA. Alors que Fiat, lui, a décidé d'y aller par les règles et c'est lui qui est sanctionné. Et c'est là que tu te rends compte qu'au final, là,
C'est ridicule. Donc, et en plus, ils peuvent être pénalisés. Je pense que c'est probablement des sanctions financières, mais quand même, là. J'espère que pour 2020, cette règle va changer parce que vraiment, là, c'est pas vraiment quelque chose qui va durer longtemps, en fait. Bon, troisième sujet maintenant. On va parler d'une possible nouvelle écurie en F1 et il s'agit de Campos Racing. Lors de la journée du jeudi, il y a une nouvelle écurie qui a fait part de son intention d'arriver en F1 au cours de la saison 2021 et il s'agirait justement de Campos Racing qui a fait savoir qu'elle voudrait rejoindre la catégorie reine de la course automobile au cours de l'année 2021. Elle l'a fait publiquement. Le projet est porté par le fondateur, Adrian Campos, ainsi que le copropriétaire de l'équipe, Salvatore Gandolfo. Donc, ils vont profiter de toute cette refonte réglementaire de la F1 pour 2021, qui d'ailleurs va être ratifiée au cours du 31 octobre. Donc, surveillez bien cette date parce qu'on va avoir probablement beaucoup de détails sur les règles 2021 qui seront probablement révolutionnaires. Mais Campos a fait part de son intention de se joindre au clan des 10 autres écuries qui participent au championnat du monde de la Formule 1. Et évidemment, le financement va s'appuyer principalement sur Monaco Increase Management Group, une société qui a été fondée par Gandolfo et qui a comme conseiller Daniele Odetto, qui était auparavant chez Ferrari, Arrows et Super Aguri dans le passé. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que Campos a fait part de ses désirs d'aller à la F1. Avant la saison 2010, il était intéressé à se joindre lorsqu'il y a eu les appels d'offres pour augmenter le nombre d'écuries sur la grille de départ. Et elle a dû céder sa place à une autre équipe espagnole, España Racing Team, qui n'aura duré que 3 saisons, donc de 2010 à 2012. Alors, le fondateur et le copropriétaire ont dit avoir eu des discussions avec les boss de la F1, Chase Carey et Ross Brown, et ont assuré que ils avaient les moyens financiers nécessaires pour concrétiser le projet. Mais, attention, Ross Brown a dit, surtout après l'intérêt qu'une autre équipe, et j'en avais parlé il y a quelques podcasts avant, Pantera Racing, ait montré de l'intérêt pour eux aussi se joindre à la F1. Donc, Ross Brown a dit que non, on n'a pas eu de discussion. On n'est pas encore intéressé à accueillir de nouvelles équipes. Et d'ailleurs, Campos aurait déjà proposé 2 pilotes. Pascal Wehrlein, qui est présentement en Formule E et qui a disputé 2 saisons de F1 avec Maneux en 2016 et Sauber en 2017, avant de se joindre à la série monoplace 100% électrique avec Mahindra, et Alex Palou, qui est un jeune pilote espagnol qui présentement roule en Super Formula, donc au Japon, et qui a participé au championnat de Formule 3 européenne la saison passée où il a terminé 7e. Or, en fait, et il a terminé 7e. Et pour l'instant, il est 3e au championnat de Super Formule 1, dont il reste une course à Suzuka. Or, il faut l'expliquer tout de suite, Palou n'est pas encore éligible pour une super licence qui comporte 40 points, où il faut obtenir 40 points sur une période de 3 ans. Or, Palou n'en a, je pense,
une quinzaine à peu près. Et avec ceux qui vont obtenir de la Super Formula, vu qu'il est dans le top 3, ça pourrait être possible qu'il aille en Formule 1 d'ici 2021. Donc, ça, ce seraient les deux équipes, ce seraient les deux pilotes qui pourraient se retrouver chez Campos si jamais le projet devait être autorisé, accepté même. Mais je ne pense pas que ce soit dans les plans. Parce que de la F1, d'avoir deux écuries tout de suite dès la première année. Parce qu'il faut d'abord tester ça avec les équipes actuelles. Parce que quand je parlais de refonte réglementaire, c'est surtout sur le plan financier parce on propose un meilleur partage des revenus. Donc, on va le faire par mérite parce que c'est tout le temps les grosses écuries qui ont la plus grosse part de la tarte. Donc, c'est pour ça que je pense que la F1 veut minimiser un peu l'entrée de nombreuses écuries parce on veut tester le projet financier de partage avant d'accueillir de nouvelles équipes. Si c'est viable, tant mieux. Si ça ne l'est pas, ben, mieux vaut attendre que ça le soit. Donc, je pense que pour 2021, c'est bien, ce serait bien d'avoir de nouvelles écuries, mais attendons que les revenus financiers soient suffisants pour permettre à une, voire même deux écuries de vouloir se joindre à la Formule 1. Le quatrième sujet aujourd'hui est à propos du calendrier 2020 qui est devenu maintenant officiel depuis vendredi. Lors du Conseil mondial du sport automobile, dont la réunion avait lieu à Cologne, en Allemagne, dans le palais d'exposition consacré à Michael Schumacher, la FIA a donc officialisé qu'il y aura 22 courses, ce qui est un record en Formule 1, avec le retour du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort pour le 3 mai et la venue du nouveau Grand Prix du Vietnam à Hanoï le 5 avril. De plus, il y aura 7 programmes doubles, dont d'ailleurs lors des deux premières épreuves, en Australie le 15 mars et au Bahreïn à Sakhir le 22 mars. Et en plus de cela, la saison va se terminer le 29 novembre, comme d'habitude, à Abu Dhabi. Le Grand Prix du Canada aura lieu à la mi-juin, à la place d'être la deuxième fin de semaine de juin, puisque ce sera une place occupée par le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, donc qui a été repoussé ben en fait, oui, repoussé de 2 mois plus tard, parce qu'on veut profiter de l'occasion, parce qu'il y a l'Euro 2020 au soccer qui va être à Bakou, dans le stade olympique, qui n'est pas un stade olympique en fait. Mais tout ça pour dire qu'on veut profiter de l'engouement de l'Euro 2020 pour accueillir un Grand Prix et attirer ainsi de nombreux touristes. Donc ce sera la première fois depuis 2016 que le Grand Prix du Canada et de l'Azerbaïdjan seront collés ensemble. Et je trouve que c'est un peu ridicule. Comme ce que Max Verstappen dit, en fait, concernant le nombre de courses, parce qu'il y en aura 22, il dit que cela va causer des divorces auprès des mécaniciens, de tous ceux qui travaillent dans l'ombre ou pas, dans l'univers de la Formule 1. Parce que c'est beaucoup de voyages, ce sera beaucoup de programmes doubles. Surtout quand je parlais de Bakou à Montréal, c'est pas un trajet facile. Parce que Montréal, bon, c'est l'Amérique du Nord, mais tu dois traverser l'Atlantique et même une majeure partie, voire même toute l'Europe, pour te rendre à Bakou. Mais en plus de ça, ça va énormément ça va causer un énorme casse-tête pour les ressources humaines, pour planifier quels mécaniciens vont être là. Et en plus, c'est pas vraiment possible de créer deux équipes de mécanos parce que ça doit engendrer aussi d'énormes coûts en termes de masse salariale pour payer les mécaniciens. Et en plus, eux qui font énormément de voyages, ils font le tour du monde.
c'est très compliqué parce qu'évidemment, il faut pas oublier que certains d'entre eux ont une famille. Mais non, je parle pas seulement des mécaniciens, mais aussi des pilotes. Je pense entre autres à Sergio Pérez qui dit que 22 ça commence à être trop et lui qui vient tout juste d'accueillir un deuxième enfant. Donc, pour lui, ce sera pas, ce sera pas une tâche facile pour lui de voyager. Surtout, là, il doit aller au Japon et ensuite, là, là, c'est la période nord-américaine où tu dois aller aux États-Unis et ensuite au Mexique. Puis ensuite, c'est Brésil, Abu Dhabi. Donc, c'est énormément de voyages. Mais en plus, la Formule 1, ben, les petits médias, n'a toujours pas abandonné le projet d'aller vers 25 courses d'ici 2021. Et là, avec les propositions d'un Grand Prix de Miami, d'un Grand Prix à Miami, d'un possible deuxième Grand Prix en Chine, c'est sûr que ça va compliquer la tâche autant des pilotes que des mécaniciens. Et je cite ce que Verstappen a dit. Je sais que la Formule 1 veut faire entrer de l'argent, mais il faut penser aux mécaniciens qui vont sur les circuits. Ils arrivent le lundi ou le mardi pour tout construire, alors que les grands patrons arrivent le samedi, voire même le dimanche matin, et rentrent même ce jeu pendant la course. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils peuvent en faire facilement 30, car ils ne sont absents que 3 jours. Pour la plupart des gens, ce sont au moins 5 ou 6 jours. Et je ne me plains pas pour nous, c'est pour les mécaniciens. Ils peuvent demander le divorce tout de suite s'il y en a encore plus. Donc, vous comprenez que, évidemment, un Grand Prix de Formule 1, les mécaniciens arrivent le lundi et le mardi pour monter les paddocks, les installations, faire amener les voitures pour commencer à les préassembler et à les désassembler la journée même, le dimanche. Alors que, par exemple, dans d'autres sports, je vais citer le hockey par exemple, les matchs sont en soirée. Les matchs, par exemple, pour les matchs de soir, les joueurs arrivent à l'aréna, ils se préparent, ils s'échauffent, disputent leur match, il y a les speeches des entraîneurs, puis ensuite ils retournent à l'hôtel ou chez eux, c'est tout. Là, les pilotes, eux, ils arrivent le jeudi, font la fin de semaine complète, et le dimanche, quand le Grand Prix est terminé, ils sont obligés de rester pour faire un debriefing, qui peut être long, en plus des interviews post-Grand Prix obligatoires. Donc, pour certains, il y en a qui partent le lendemain. Le lendemain, donc, ce sont de très longs voyages. Donc, imaginez avec 25 courses par saison, à quel point ça va être difficile. Donc, j'espère qu'à un moment donné, tu sais, quand je parlais de repenser le format, je pense que ça aussi, ce serait bien. Je sais que lors du Grand Prix du Canada, il y avait eu cette proposition de probablement mettre les essais libres en fin d'après-midi afin de permettre aux pilotes et aux mécanos de travailler sur la voiture la journée même lors du vendredi matin. J'espère au moins qu'ils vont essayer de condenser ça pour permettre justement de faire en sorte que les mécaniciens puissent passer un peu plus de temps en famille. Parce que je sais qu'il existe aussi la pause du mois d'août, la pause estivale qui a lieu un mois. Mais parfois, c'est même pas assez parce que il y a 2 semaines où vous continuez quand même à travailler sur la voiture. Puis ensuite, vous avez 2 semaines de congé. Donc, il existe vraiment 2 vraies semaines de congé durant la saison. Puis en plus, comme la saison se termine à la fin novembre, dans ce cas-ci, ça va être comme la saison va se terminer au mois de décembre. Et que les écuries commencent déjà à finaliser les voitures pour 2020, c'est vraiment pas de tout repos. Donc, ils ont moins de temps en famille. Et j'espère que la Formule 1 va passer à ça avant de vouloir passer à 25 courses. Cinquième sujet, celui-là, il est un peu plus léger. On pourrait avoir un autre changement de nom
pour la saison 2020. Déjà qu'on a eu Racing Point et Alfa Romeo cette année, pour 2020, ce serait au tour de Toro Rosso de faire un changement d'identité. En effet, lors du Grand Prix de Russie, il y a des rumeurs qui couraient à l'effet comme quoi l'équipe italienne pourrait changer de nom pour devenir AlphaTauri. Mais qu'est-ce que AlphaTauri? En fait, c'est une marque de vêtements de Red Bull qui a été créée en 2016 et dont le siège social se trouve à Salzbourg. Et le nom n'est pas anodin parce que il vient de AlphaTauri, qui est une étoile géante rouge située dans la constellation du Taureau, mais c'est aussi un hommage à Red Bull parce que, pensez-y bien, étoile géante rouge dans la constellation du Taureau, et faites le lien avec le logo de Red Bull qui est rouge avec deux taureaux, ça fit bien. Donc, le changement de nom serait effectif pour 2020, mais tout d'abord, il faut qu'il soit approuvé par les Liberty Media, qui sont les détenteurs des droits commerciaux de la F1, ainsi que par les écuries de F1 pour que le changement soit effectif dès 2020. Et le tout doit être fait par vote électronique, en fait, qui s'est terminé jeudi. Donc, on devra avoir les résultats sous peu, si Toro Rosso le veut. D'ailleurs, ils n'ont même pas commenté la nouvelle depuis que la rumeur est sortie. Mais ce serait un deuxième changement de nom, parce que, en fait, Toro Rosso existe depuis 2006, mais elle provient du rachat de Minardi par Red Bull au cours de la saison 2005, afin que Red Bull puisse mettre des jeunes talents en place dans leur écurie, comme un genre de club-école. Et depuis, ça fonctionne. Mais là, je pense que c'est surtout pour faire la promotion de la marque de vêtements. Un peu comme Benetton a fait en accédant à la Formule 1. Et comme la très fameuse, et je le dis de manière sarcastique, Andrea Moda en 91, qui a dit qui s'est servi de la Formule 1 pour faire la promotion de leurs vêtements, mais en piste, c'était vraiment pas des bonnes performances. Et je me souviens même que Andrea Moda, le designer qui était derrière la création de l'écurie, a même été arrêté, je pense, pendant une épreuve. Donc, je pense que Red Bull veut emprunter le même chemin que Benetton et Andrea Moda pour faire la promotion de la marque de vêtements. Mais, en tout cas, si jamais le changement de nom devait être officiel, soyez prêts parce que je pense lors du podcast du Grand Prix du Singapour, j'ai appelé Racing Point Force India, tout comme Kimi Räikkönen. Puis il y en a qui appellent encore Alfa Romeo Sauber. Donc ce sont des vieilles habitudes qui ne partent pas. Puis imaginez ce qui va arriver avec Toro Rosso l'année prochaine. Et finalement, pour compléter cet épisode, on veut la terminer avec une très très bonne nouvelle. Elle concerne le pilote américain Juan Manuel Correa, qui a été gravement blessé lors du Grand Prix, lors de la course de Formule 2 à Spa le 31 août dernier, qui a malheureusement coûté la vie au pilote français Antoine Hubert. Et dans tout ça, en fait, Juan Manuel Correa a été opéré avec succès à la jambe droite dimanche dernier à Londres. Et heureusement, l'opération a été un bon succès, mais il a fallu attendre plus de 72 heures avant de voir s'il n'y a pas eu de complications. Donc, c'est très très bien. Donc, l'opération a duré 17 heures et ça devrait prendre 1 an de convalescence et de rééducation. Mais moi, je pense que, et je le souhaite, qu'il revienne en course automobile. C'est sûr que et il a fait ses premiers commentaires sur son compte Instagram depuis l'accident. Mais je pense que
même si que ça prenne 1 an ou 2, là, j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il ne va pas laisser tomber ses ambitions de devenir pilote. Parce que c'est un, c'est un accident imprévisible. C'est un pléonasme. Mais à 20 ans, il a 20 ans, c'est sûr que tu veux pas laisser tomber le rêve. Il va falloir qu'il persévère et je lui souhaite vraiment parce que à sa première année en F2, il a montré de très bonnes choses. Et c'est dommage qu'un accident cruel comme celui-là mette fin à ses rêves. Donc, au moins, mais la meilleure des nouvelles, c'est qu'il soit encore vivant, qu'il est hors de danger et que l'opération à la jambe soit un franc succès. C'est sûr un an de convalescence et de rééducation, c'est très long, mais au moins il a évité l'amputation parce que c'était dans les plans des médecins d'amputer la jambe du pilote américain. Mais en tout cas, on est très content qu'il s'en sorte et et on lui souhaite le meilleur établissement possible. Donc, Juan Manuel, je sais que tu n'écoutes pas le podcast, mais si jamais par hasard tu devais tomber là-dessus, on te souhaite un très 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 bon rétablissement. Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode du Bulletin F1. La semaine prochaine, on va revenir sur le Grand Prix du Japon et même on pourrait avoir à enregistrer un deuxième épisode. Je le dis sous conditionnel. Peut-être que ce sera pas la semaine prochaine, ce sera peut-être même la prochaine fin de semaine, ça reste à voir, mais c'est une surprise. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura un épisode pour revenir sur le Grand Prix du Japon avec Brian et Marc-André, s'ils sont disponibles évidemment. Si vous voulez participer au débat, si vous voulez nous faire part de vos commentaires concernant les courses qualificatives pour 2020, la venue d'une écurie espagnole ou de Pantera, ou quoi que ce soit en lien avec la Formule 1, vous pouvez nous suivre sur Twitter @lebulletinf1 en un seul mot, ou vous abonner à notre page Facebook, facebook.com/bulletinf1. On est toujours là. Puis si vous voulez écouter les anciens épisodes de podcast, vous pouvez le faire sur notre site bulletinf1.com ainsi que lire nos chroniques sur notre site web ou écouter les podcasts. On est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Play Music, Stitcher et vos plateformes de podcast préférées. Je suis votre animateur Abdoussal. Merci de nous avoir écoutés pour ce 24e épisode. La semaine prochaine, ce sera le 25e. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Et sur ce, profitez de la belle semaine automnale, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde!